Il y a quelques temps sur ma chaîne, j'ai publié plusieurs shorts dans lesquels j'expliquais pourquoi 1 était égal à 0,999 avec une infinité de 9. Tu t'en doutes, tout le monde n'a pas été convaincu. Eh bien dans cette vidéo, je vais te donner non pas une, deux, ni 4, ni 8, mais 16 démonstrations. Je vais te fournir 16 preuves que 1 est bien rigoureusement égal à 0,999 avec une infinité de 9. Et je te conseille de t'accrocher jusqu'au bout puisqu'à la fin de cette vidéo, nous allons essayer de débunker les arguments qu'on a essayé de me donner dans les commentaires. Et vu la qualité des arguments qu'on m'a donnés, je pense qu'on va bien se marrer. Allez-y, c'est parti! Alors on va essayer de faire ça à peu près dans l'ordre de rigueur. On va commencer par faire des démonstrations pas très rigoureuses et on va finir par des démonstrations avec des arguments qui tiennent vraiment bien la route. Première démonstration, si jamais tu as déjà vu mes shorts, tu la connais déjà puisque je vais essayer de la refaire. Elle consiste à poser que 1 tiers est égal à 0,333 avec une infinité de 3. Alors ça, normalement, c'est une égalité qui est connue dès l'école primaire. Les instituteurs en général insistent sur le fait que pour représenter 1 tiers avec des chiffres après la virgule, il faut nécessairement une infinité de 3. C'est pour ça qu'on ne l'écrit pas d'ailleurs. C'est parce qu'il faudrait normalement écrire une infinité de 3 et on n'a pas le temps d'écrire une infinité de 3 dans une vie. Donc les 3 petits points ici sont censés représenter l'infinité de 3 que je ne peux pas écrire puisque ça me prendrait trop de temps. Et donc là, on a déjà bien une égalité stricte et rigoureuse. Ce n'est pas un environ égal puisque pour mettre un environ égal, il faudrait que ce soit une approximation ou une troncature. Et une approximation ou une troncature, ça reviendrait en fait, dans ce genre de cas, à arrêter les décimales au bout d'un moment, c'est-à-dire écrire qu'un nombre fini de décimales. Donc par exemple ici, je ne mettrai pas les 3 petits points, je mettrai que 3, 3, ou par exemple je peux en mettre 5, et là je suis d'accord, s'il y a un nombre fini de 3, dans ce cas-là, le symbole environ égal est parfaitement approprié. Mais par contre, quand on a une infinité de 3, là, c'est rigoureux de dire que c'est égal. La suite de la démonstration réside en fait dans une simple multiplication par 3. Bah oui, l'intérêt de 1 tiers, c'est que c'est justement le nombre qui, quand on le multiplie par 3, donne 1. Donc 1 tiers fois 3, j'ai envie de dire par définition de ce qu'est 1 tiers, c'est bien égal à 1. Et on peut le comprendre assez facilement, c'est que le 1 il est divisé par 3, puis il est remultiplié par 3 juste derrière. Donc les 3 ici s'annulent. Il nous reste donc juste le 1 au numérateur. Et maintenant 0,333 avec une infinité de 3 multiplié par 3, comment on fait? Eh bien il suffit simplement de multiplier chaque décimale par 3, mais il faut faire attention aux retenues, sauf que ici il n'y a pas de retenue, puisqu'à chaque fois on a 3 fois 3, ça fait toujours 9, et donc il n'y a pas de retenue, puisqu'on ne dépasse pas 10. Donc 3 fois 0, ça fait 0, on met la virgule, 3 fois 3, ça fait 9, 3 fois 3, ça fait encore 9, etc. On a donc bien une infinité de 9. Et alors beaucoup ont tiqué sur cette étape-là en disant « Ouais, mais non, parce que quand on multiplie des nombres décimaux, eh bien on commence par multiplier par la droite. » Bah non, pas du tout. Une multiplication, peu importe comment on la calcule, que ce soit par la gauche ou par la droite, ça donne toujours le même résultat. Cette idée de multiplication par la droite, c'est simplement une méthode qu'on apprend à l'école primaire pour justement calculer à la main des multiplications. Mais par exemple, une calculatrice, tu crois vraiment qu'elle se pose ce genre de questions? Est-ce que je dois commencer par multiplier par la gauche ou par la droite? Bien sûr que non. Et donc l'argument de dire on peut pas multiplier parce qu'il faudrait commencer par la droite et comme il y a une infinité de 3, on peut pas faire la multiplication, cet argument ne tient pas. Et donc ici, on arrive bien à montrer que 1 est rigoureusement égal à 0,999 avec une infinité de 9. Bien, alors ça c'est la démonstration qu'on a pu voir sur ma chaîne. Mais il y a une démonstration donc qui sera la deuxième, qui ressemble énormément, mais qui se base sur une autre égalité. C'est pas le 1 tiers est égal à 0,333 avec une infinité de 3, c'est l'égalité 1 neuvième qui est rigoureusement égal à 0,111 avec une infinité de 1. Et cette démonstration, elle m'a été largement proposée dans les commentaires puisqu'elle ressemble vachement à la première. Et effectivement, ça va être quasiment la même chose. C'est juste que la ligne suivante, au lieu de multiplier par 3, en fait, on va tout simplement multiplier par 9. Pourquoi par 9? Parce que ici, on avait multiplié par 3 parce qu'on avait un tiers, 1 sur 3. Là, on a 1 sur 9. Donc, la logique voudrait que l'on multiplie par 9. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire. Et puis, 1 neuvième, le 9 et le 9 ici se suppriment. Il reste simplement le 1 au numérateur. On a donc 1 est égal à... Et là,
c'est le même raisonnement que tout à l'heure, c'est même encore plus simple, parce que 1 fois 9, c'est encore plus facile à calculer. Si tu connais pas la table de 3, bah, là au moins, je pense que tu connais la table de 1. Donc bon, 0 fois 9 déjà, hein, ça fait 0, on met la virgule, et à chaque fois on a 1 fois 9, bon bah 1 fois 9, à chaque fois ça fait 9, on n'a pas de retenue, donc on n'a pas de problème, et donc ici c'est exactement le même principe que la démonstration précédente. Voilà donc la deuxième façon, qui ressemble beaucoup à la première, je suis d'accord, de montrer, de prouver que 1 est égal à 0,999 avec une infinité de 9. La troisième démonstration, en fait, se base sur cette égalité-là, 1 neuvième est égal à 0,111 avec une infinité de 1, mais généralise en fait le principe de la division par 9, puisqu'en fait quelque chose que l'on peut remarquer quand on divise un nombre entier par 9, c'est que simplement si on écrit une fraction sur 9 hein, en décimales, et bien dans les décimales, ce qui va se répéter à l'infini, c'est justement le numérateur, hein, c'est le nombre que l'on a divisé. Alors faut faire attention, parce que si le nombre dépasse 9, hein, si on prend 10 par exemple, en fait il va s'agir d'un décalage du nombre 10 que l'on va additionner à chaque fois dans les décimales, et donc il y aura des retenues, hein, donc ça va pas être exactement le 10 qu'on va répéter. Mais si on prend tout bêtement quelques exemples, hein, on regarde ce qui se passe pour 4 neuvièmes, bah, je te laisse le faire avec la calculatrice, mais on pourrait très bien le faire rigoureusement. Mais 4 neuvièmes, en fait, c'est simplement 0,444 avec une infinité de 4. Si on prend un nombre qui dépasse 9, hein, comme je te l'ai dit, hein, par exemple 10 neuvièmes, donc en fait il va s'agir de prendre le nombre 10 et en fait de mettre la virgule en fait au premier rang et de décaler à chaque fois le nombre 10 et de faire des additions successives. Donc on commence par écrire 10, on met la virgule ici au premier rang, et le nombre 10 on va le décaler à chaque fois et on va faire des additions. Donc si je décale ici le 10, on va faire 1,0 plus 0,10, donc plus 0,1, donc en fait c'est 1,1. Le 10 qui était là, on le décale encore, donc en fait ça va être 1,11, et en fait avec une infinité de 1, en fait un moyen beaucoup plus simple de le prouver, c'est que en fait 10 sur 9, c'est simplement, si on le décompose, eh bien c'est égal à 9 sur 9, ok, plus 1 sur 9. Et 9 sur 9, évidemment, ça fait 1. Donc en fait, on se retrouve avec simplement le 1, plus le 1 neuvième, et 1 neuvième, c'est bien 0,111, hein, comme tout à l'heure, avec une infinité de 1. Donc en fait, la décomposition en fait, de la fraction permet de prouver justement ce que je dis, c'est-à-dire que chaque division par 9, ça revient à répéter simplement des décimales à l'infini, et donc on obtient bien ici 1,111 avec une infinité de 1. Et donc en remarquant cette chose-là, eh bien, au lieu d'avoir 4 ou 10 au numérateur, on peut le faire par exemple avec 9. Qu'est-ce qui se passe avec 9 ? Eh bien, 9 sur 9, avec ce même principe, on se rend bien compte que c'est pareil. On va mettre 0, virgule, et puis le numérateur qui se répète à l'infini. Et ici, c'est quoi le numérateur ? Bah c'est 9, donc c'est 0,999 avec une infinité de 9. Sauf que 9 sur 9, 9 divisé par 9, ça fait quoi ? Ça fait 1. Et donc, on a prouvé à nouveau que 1 était égal à 0,999 avec une infinité de 9. Donc cette démonstration se base en fait sur une propriété de la division par 9, et donc c'est une propriété qui est tout à fait remarquable, hein, et qui est quand même intéressante, puisqu'elle permet de prouver des choses assez marrantes. Allez, on continue avec la prochaine démonstration qui va plutôt être une sorte de contre-argumentation. Beaucoup m'ont dit que 1 moins 0,9 avec une infinité de 9, ce truc-là, il y avait un reste, hein, c'était pas exactement égal à 0, et qu'effectivement, on pouvait l'écrire 0,00 avec une infinité de 0, et enfin un 1. Mais en fait, cette notation, elle a pas du tout de sens, puisque on a une infinité de 0, le 1, il est où ? Il est derrière l'infinité de 0, ça n'a pas de sens, ça suggérerait en fait cette notation qu'il y a une fin, et que le dernier chiffre, la dernière décimale, c'est un 1. Mais il n'y a pas de dernier chiffre, il n'y a pas de dernière décimale, puisqu'il y a une infinité de 0. C'est un peu comme si je te disais que pi c'était 3,1415926, et qu'il y avait une infinité de décimales, et que, à la fin, je sais pas, moi, la dernière décimale, ça serait un 7 par exemple. Je pense qu'avec le nombre pi, tu te rends compte que ça n'a pas de sens. En fait, c'est exactement le même problème, c'est le même souci hein, qu'on a ici. Pi, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a une dernière décimale et que ça serait un 7, puisqu'il y a une infinité de décimales. Pour 0,00 avec une infinité de 0, c'est la même chose. À quoi bon mettre un 1, puisque le 1 n'existe pas, ça n'a pas de sens de le mettre, il n'y a pas de fin. Donc c'est une notation hein, ici qui s'auto-contredit, qui n'a pas de sens. En fait, le 1 ne peut pas exister, on ne le met pas, il y a une infinité de 0, donc
On oublie le 1, c'est 0, avec une infinité de 0, et avec une infinité de 0, ou même un nombre fini de 0, peu importe, ce truc-là, c'est bien égal à 0. Donc puisque la différence entre 1 et 0,9 avec une infinité de 9, c'est égal à 0, ça veut dire que si on passe en gros le 1 de l'autre côté ou le 0,9 de l'autre côté, on obtient bien que 1 est égal à 0,9 avec une infinité de 9. Allez, dans la démonstration numéro 5, pour le plaisir, on va supposer que ce nombre 0,00 avec une infinité de 0 et un 1 à la fin, on va supposer que ce nombre existe, que ça a un sens d'écrire ce truc-là. Sauf qu'en fait, la notation décimale, la représentation d'un nombre avec une virgule, elle a quand même un sens mathématique rigoureux. En fait, un nombre, si on l'écrit A, B, C, D, par exemple, en fait, ça veut dire qu'on prend le A, on va le multiplier par, en fait, 1, parce que le A, c'est le chiffre des unités. Et vu qu'on est dans une base décimale, ce qui compte, c'est les puissances de 10, c'est-à-dire que A, on va le multiplier, en fait, par 10 puissance 0. 10 puissance 0, ça fait bien 1. Le B, comme c'est le chiffre des dixièmes, on va le multiplier par 10 puissance moins 1. Le C, ça va être 10 puissance moins 2, t'as compris, et le D par 10 puissance moins 3. Et de manière générale, si on a un nombre fini ou infini de décimales, eh bien un nombre à virgule, x0, x1, x2, x3, etc. Il s'écrit en fait sous la forme d'une somme, mathématiquement on la note comme ça. Donc ça c'est le symbole sigma, c'est le logo de ma chaîne YouTube. On met une variable juste en dessous, donc ici on va mettre k par exemple, on aurait pu choisir Jean-Jacques ou Pierre-Paul. K ça va être en fait l'indice, donc le 0, 1, 2, 3, donc k il va commencer à 0 et il va aller jusqu'à l'infini. Donc k qui varie de 0 à plus l'infini, eh bien de xk divisé par 10 puissance k. Donc voilà comment en fait comprendre la notation décimale d'un nombre décimal ou même d'un nombre réel, on n'est pas obligé d'avoir un nombre fini de décimales. Voilà comment comprendre donc rigoureusement cette notation. C'est juste une somme, tu vois, la somme des décimales divisée à chaque fois par une certaine puissance de 10. Mais alors 0,00 avec une infinité de 0 et un 1 au bout. Comment on comprend cette notation-là ? En suivant la notation qu'on avait juste au-dessus, ça serait en fait la somme des k égale 0 jusqu'à plus l'infini. Les xk, c'est quoi ? C'est quoi les décimales qui se répètent jusqu'à l'infini ? À chaque fois, c'est des zéros. On a une infinité de zéros, donc c'est bien des zéros qu'on va répéter à chaque fois. Donc ça va être la somme des zéros sur 10 puissance k. Et ça ne suffit pas parce que malgré l'infinité de zéros qu'on a, à la fin, on a quand même un 1. Et donc, faut pas l'oublier le 1, sauf que le 1, il vient après l'infinité de 0. Donc en fait, il ne se retrouve pas dans cette somme, on va l'ajouter après. Donc on va ajouter effectivement plus 1 sur, alors 10 puissance, ça serait quoi le numéro de cette décimale ? On a dixième, centième, millième, ok, mais ce 1 là il représente quoi ? Vu qu'il est derrière l'infinité de 0, en fait c'est 1 sur 10 puissance plus l'infini, d'accord ? Si on devait vraiment lui attribuer un numéro. Et alors ce truc là, la somme des 0 sur 10 puissance k, chaque terme ici de la somme vaut toujours 0, 0 divisé par n'importe quoi ça fait toujours 0, donc sommer des 0 à l'infini ça fait toujours 0, évidemment, et 1 sur 10 puissance plus l'infini. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Soit on considère 10 puissance plus l'infini comme vraiment un nombre que l'on peut calculer en considérant plus l'infini comme un élément calculable de notre ensemble. Ce qui se fait parfois en mathématiques, tu as peut-être déjà entendu parler de l'ensemble R bar qui est égal à R union plus ou moins l'infini, et on peut faire des calculs dans R bar. C'est d'ailleurs parfois très pratique plutôt de devoir écrire à lim pour le calcul des limites, des fois c'est un peu embêtant. Parfois on aime bien faire des calculs dans R bar avec les infinis, et c'est tout à fait possible. Et alors 10 puissance plus l'infini, rigoureusement mathématiquement, ça fait plus l'infini. On a donc du 1 sur plus l'infini, et ça aussi rigoureusement mathématiquement, ça vaut 0. Là je précise, on fait des calculs dans R bar, dans l'ensemble que je t'ai noté juste avant. Donc on aurait bien du 0 plus 0, qui fait la tête à Toto. 0 plus 0, ça fait évidemment 0, donc ici on a prouvé que ce nombre-là, en fait c'est juste égal à 0. Sinon, si tu n'aimes pas faire des calculs avec les infinis, ce que je comprends parfaitement, tu fais simplement un calcul de limite. Tu poses une variable, par exemple, que tu appelles x, que tu mets à la place de plus l'infini, et tu fais tendre x vers plus l'infini. Tu regardes ce qui se passe. Au final, ça tend vers quoi ? Avec le calcul de limite, ça tend bien vers 0. Donc, en considérant ce truc-là comme simplement une limite, la limite de ce truc-là, c'est bien 0, et donc on a bien 0 et 0, donc ça revient exactement au même si tu considères ça comme une limite. Mais les limites, je te rassure, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Sixième démonstration, allez, on entre dans des choses un peu plus ardues, dans des notions un peu plus compliquées. On va parler d'espaces séparés. Alors,
si tu ne sais pas ce que c'est pas grave, c'est très simple à comprendre. En fait, on dit qu'un espace est séparé lorsque si on prend deux points distincts, deux éléments distincts de l'ensemble, on peut toujours en fait trouver une petite boule autour de ce point, hein, on va dire, pour faire plus simple, qui va être centré en ce point. Donc une petite boule autour de chacun de ces deux points, de façon à ce que les deux boules ici ne s'intersectent pas. C'est-à-dire donc deux boules qu'on appelle disjointes. Alors sache que ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des ensembles en mathématiques qui ne sont pas séparés. Eh bien l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels, a cette propriété d'être séparé. C'est-à-dire que si tu prends deux réels distincts, on peut trouver, alors non pas des boules, mais du coup des intervalles, et ça revient exactement au même hein, en topologie, tu peux trouver des intervalles disjoints qui sont centrés, si on veut, autour de ces deux nombres, et donc on va se servir de cette propriété-là pour prouver que 1 est bien égal à 0,9 avec une infinité de 9. On va surtout s'en servir pour casser en fait l'argument du le 0,999 avec une infinité de 9, en fait c'est le nombre qui est inférieur à 1, mais qui est le plus proche de 1. Sauf que le problème c'est que si je prends n'importe quel intervalle, on va dire ouvert pour simplifier les choses, n'importe quel intervalle ouvert centré en 1, donc je vais représenter avec des crochets comme ceci, et un intervalle du rayon le plus petit possible, hein, un rayon qui vaut ici, je vais dire epsilon, mais epsilon c'est un nombre réel que je peux faire tendre techniquement vers 0. Attention, je précise, sans pour autant qu'epsilon atteigne 0, hein, c'est bien là la subtilité de la notion, mais epsilon il peut être quand même aussi petit que je veux, aussi proche de 0 que je veux, eh bien 0,999 avec une infinité de 9, puisque c'est le nombre le plus proche de 1, logiquement, 0,999 est toujours dans cet intervalle-là. Autrement dit, si je prends un intervalle ouvert autour de 1 et un intervalle ouvert autour de 0,99 avec une infinité de 9, quel que soit le rayon de ces intervalles que je prends, à la taille de ces intervalles, au final, les deux intervalles seront jamais disjoints. Hein, les deux intervalles vont toujours s'intersecter. Et donc il y a deux conclusions possibles finalement à ça. On arrive à en fait une contradiction, mais il y a possiblement deux contradictions, puisqu'on sait que R est séparé, soit ça veut dire que 0,999 est égal à 1, soit cela signifie que l'un de nos deux nombres n'appartient pas à R. Donc soit 0,99 avec une infinité de 9 n'appartient pas à R, soit 1 n'appartient pas à R. Sauf que, évidemment, 1, il appartient bien à R, 1 c'est un nombre réel, donc ça, évidemment, ça va être faux. Donc ça voudrait dire que peut-être 0,999 avec une infinité de 9 n'appartient pas à R, sauf que R c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres réels. Alors il y a plein de constructions possibles de l'ensemble des nombres réels, hein. Il y a même plein de définitions qui sont toutes à peu près équivalentes, et l'une des définitions peut-être les moins rigoureuses, mais qui fonctionne quand même pourtant pour les nombres réels, c'est en fait l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini ou infini de décimales. Et en suivant cette définition, c'est exactement le cas pour 0,9 avec une infinité de 9. Il y a une infinité de décimales, et donc ça suit parfaitement cette définition de l'ensemble des nombres réels. Donc 0,9 avec une infinité de 9, avec cette définition, c'est bien un nombre réel. Donc ce truc-là, il est faux aussi. Conclusion, c'est pas du coup cette hypothèse-là, on n'est pas arrivé à cette conclusion-là. Au final, on en arrive à la première conclusion, à savoir que vu que R est séparé et qu'on peut pas trouver des intervalles centrés en chacun des points qui soient disjoints, ça veut nécessairement dire que 0,9 avec une infinité de 9 est égal à 1. La démonstration numéro 7 va faire appel à la notion de continuité. On sait que la fonction carré, la fonction f qui a x associe x carré, c'est une fonction continue. Et la caractérisation séquentielle de la continuité nous dit que si on prend une suite UN qui converge, qui tend vers un réel L, nécessairement f de UN, si on prend les termes de la suite UN et qu'on les compose avec la fonction f, f de UN va converger aussi vers f de L. Et donc ce truc-là, c'est vrai si et seulement si f est continu. C'est ce qu'on appelle donc la caractérisation séquentielle de la continuité. Et vu que f est une fonction continue, on va peut-être pouvoir se servir de ce principe-là. Et effectivement, si je prends une suite, je pose la suite UN qui va être la somme pour k qui varie de 1 à n de 9 sur 10 puissance k. Donc en fait là on reconnaît simplement la suite des décimales avec à chaque fois, à chaque terme de la suite, une décimale supplémentaire, c'est-à-dire qu'on commence à 0, virgule, et puis il y a un certain nombre de 9. Alors des 9 il y en a combien? En fait il y en a n, tout simplement. Donc là il y a n9, et donc le n tend vers plus l'infini. On prend juste 0,9 avec le nombre de 9 qui tend vers plus l'infini. Évidemment UN va tendre vers 0,9,
9, 9 avec une infinité de 9. Mais par caractérisation séquentielle de la continuité, vu que la fonction carré est continue, bah si on met ce truc-là au carré, c'est pareil que si on prenait un au carré et qu'on faisait tendre n vers plus l'infini. Et donc si on prend un terme un, on va faire les calculs en haut à droite, par exemple on prend 0,99. Si on le met au carré, ça fait combien? Ça fait 0,9801. Mais si on augmente le nombre de 9, bah évidemment on croît, et comme la fonction carré c'est aussi une fonction qui est croissante, bah ce truc-là va grandir aussi, et puisque 1 c'est ce qu'on appelle un point fixe en fait de la fonction carré, puisque 1 au carré est égal à 1, et que la fonction carré est continue, eh bien en augmentant le nombre de 9 ici, on va aussi augmenter en fait le nombre de 9 ici, tout simplement. Si on se rapproche de 1 ici, on va aussi se rapprocher de 1 ici. Donc si je prends un autre un avec plus de 9, bah 0,99 avec un certain nombre de 9 au carré, ça va être aussi 0,99 avec un certain nombre de 9, et puis d'autres trucs derrière. Donc on a dit que si on augmentait le nombre de 9 de l'antécédent, ça augmente aussi le nombre de 9 de l'image. Donc en fait la limite de ce truc là, c'est aussi 0,999 avec une infinité de 9. Et là regarde, on a un truc au carré qui est égal au truc lui-même. Si on remplace le truc par x, on a donc l'équation x carré est égal à x. Quel nombre au carré est égal à lui-même? Il y a deux solutions, il y a 0 et il y a 1. Et il n'y en a pas d'autre, puisque c'est une équation du second degré. On sait qu'une équation du second degré possède au plus deux solutions dans l'ensemble des nombres réels ou dans l'ensemble des nombres complexes. Et là on a trouvé deux solutions, 0 et 1. Évidemment ce truc-là, c'est pas égal à 0, bah donc c'est égal à quoi? Bah c'est égal à 1. Voilà donc une autre façon de prouver que 0,9 avec une infinité de 9 est égal à 1. Démonstration numéro 8, et comme ça on aura fait la moitié. 0,9 avec une infinité de 9, si jamais on dit que c'est strictement inférieur à 1, ce que beaucoup de gens m'ont dit d'ailleurs dans les commentaires, bah, en fait ça voudrait dire, en passant le 1 de l'autre côté, que 0,9 avec une infinité de 9 moins 1, eh bien ça serait strictement inférieur à 0. Donc que ce truc-là serait strictement négatif. Ou alors si on veut, en changeant le sens de l'inégalité, ça reviendrait au même de dire que 1 moins 0,9 avec une infinité de 9, bah c'est strictement positif. Et d'ailleurs j'ai mis les implications, mais en fait c'est des équivalences ici. Et là on en revient exactement au même problème que tout à l'heure. C'est quoi 1 moins 0,9 avec une infinité de 9? Bah les gens me disent que ce truc-là, bah c'est 0,0 avec une infinité de 0 et un 1 au bout. Et ça on l'a vu, on l'a déjà démontré, ce truc-là, bah c'est pareil que 0. On en revient donc à dire que 0,9 avec une infinité de 9 est strictement inférieur à 1, c'est équivalent à, en fait, 0 strictement supérieur à 0. Bah oui, en remplaçant ça, justement, par 0. Et ce truc-là, évidemment, c'est faux, donc vu qu'on a raisonné par équivalence, ça veut bien dire que ce truc-là est faux, donc 0,9 avec une infinité de 9 n'est pas strictement inférieur à 1. Et en fait, avec exactement les mêmes arguments, on peut aussi prouver que 0,9 avec une infinité de 9 n'est pas strictement supérieur à 1, même si on est d'accord que ça paraît quand même assez évident quand on l'écrit comme ça, mais bon, tant qu'à faire, autant le démontrer, mais c'est exactement les mêmes arguments. Et en fait, on arrive à prouver que ça, c'est équivalent à dire que 0 est strictement plus petit que 0, ce qui n'a évidemment pas de sens. Donc 0,9 avec une infinité de 9, c'est ni strictement inférieur à 1, ni strictement supérieur à 1, bah, donc nécessairement, c'est égal à 1. Ouf, on a fait la moitié, et tu le vois, on progresse quand même dans la rigueur, dans la difficulté des raisonnements, et même dans les notions. Les démonstrations 6 et 7 avaient des notions un petit peu plus ardues. La démonstration numéro 9, en fait, je te le rassure, va être super simple, puisqu'en fait, on va juste prendre une hypothèse, et avec cette hypothèse-là, bah, en fait, directement, on aura démontré la chose. Et en fait, cette hypothèse, c'est pas moi qui l'invente, mais c'est même pas une hypothèse, c'est quelque chose que l'on sait. On peut donc dire que c'est un théorème, qui a été prouvé, qui nous dit que tous les nombres décimaux non nuls possèdent exactement deux écritures décimales, une écriture décimale propre avec un nombre fini de décimales, et une écriture décimale impropre avec un nombre infini de décimales, qui particulièrement contient une infinité de 9. Donc tous les éléments de cet ensemble, D étoile, c'est l'ensemble des nombres décimaux privés de 0, donc 0 ne compte pas, possèdent donc exactement deux écritures décimales, dont l'une avec une infinité de 9. Et donc en fait, ce qu'il y a juste à prouver ici, c'est que 1 est bien dans des étoiles, que 1 c'est bien un nombre décimal non nul. Et en utilisant le théorème qui nous dit que du coup, on peut l'écrire sous la forme 0,99 avec une infinité de 9, du coup c'est suffisant. Et comment prouver que 1 appartient bien à cet ensemble? Déjà on prouve que 1 est non nul, puisque faut que ce soit différent de 0, et puis ça c'est pas très compliqué de le prouver, simplement dire que 1 est différent de 0, hop ça y est, c'est prouvé. Non, évidemment il y a plein de façons de le prouver, mais par exemple on peut utiliser la démonstration numéro 6, le fait que
que R est séparé, on peut trouver un intervalle de rayon par exemple 1,5, voilà, un intervalle de rayon 1,5 centré en 0, et un intervalle de rayon 1,5 centré en 1, et ces deux intervalles-là, en fait, si on les intersecte, c'est égal à l'ensemble vide, donc ces deux intervalles sont bien disjoints, donc ça évidemment, ça prouve que les deux nombres sont différents. On pourrait aussi utiliser les axiomes de Peano pour dire que 1 c'est le successeur de 0, et par les axiomes de Peano, le successeur de 0 peut pas être égal à 0, mais bon, là c'est rentré dans des détails techniques, on sait évidemment que 1 est différent de 0. Reste à montrer que 1 est un nombre décimal, et alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on utilise la définition un peu pas très rigoureuse, qui nous dit qu'un nombre décimal, il peut s'écrire avec un nombre fini de décimales. Bon, c'est le cas de 1, voilà, 1, ça y est, il y a un symbole, une décimale, c'est fini. Mais la définition plus rigoureuse de cet ensemble, quand même, c'est la définition qui nous dit qu'on peut l'écrire avec, en fait, une fraction, avec un numérateur quelconque, mais entier quand même, et le dénominateur qui est une puissance de 10. Et en fait, 1, on peut l'écrire sous cette forme-là, hein. Le numérateur, ça serait 1, et le dénominateur, donc une puissance de 10, 10 puissance quoi 10 puissance 0, ça marche, 10 puissance 0, ça fait 1, 1 sur 1, ça fait bien 1, et donc ce truc-là, par définition, appartient bien à l'ensemble des nombres décimaux. Donc 1 appartient à des étoiles, et donc on sait que 1 peut s'écrire sous la forme 0,99 avec une infinité de 9, et alors j'ai envie d'ajouter une petite remarque, pourquoi on prive de 0 ? Pourquoi 0 ça ne marche pas ? Tout simplement parce que 0, donc on a plusieurs façons de l'écrire, donc on a 0, hein, ok, ça, ok. Et comment, avec des décimales, on pourrait se rapprocher de 0 ? On peut le faire par les positifs, mais on peut aussi le faire par les négatifs. Si on s'en rapproche par les positifs, ça donne quoi ? Ça donne 0,00, blablabla, avec par exemple un 1, et puis en fait on ferait croître le nombre de 0 jusqu'à l'infini, et on se retrouverait avec une infinité de 0 ici. On se ramène du coup à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que ce truc-là, c'est rigoureusement égal à 0. Et que, en fait, cette écriture-là, elle a pas de sens, en fait. C'est juste 0,0 avec une infinité de 0, le 1 n'existe pas. Et ça, c'est pas vraiment l'écriture décimale impropre d'un nombre, puisque l'écriture décimale impropre, c'est l'écrire avec une infinité de 9. Ce truc-là n'a aucun intérêt et n'a pas de sens. Et de la même façon, par les négatifs, on se retrouve avec le même problème, mais avec un moins, c'est-à-dire qu'on aurait moins 0,00 et une infinité de 0. Et c'est le même problème, ce truc-là, c'est pas un développement décimal impropre, hein, ce truc-là c'est directement égal à 0, parce que tous les zéros ne servent à rien. Donc c'est pour ça que 0 n'a pas deux écritures décimales, en fait il en a qu'une. Ces deux écritures-là, on ne les compte pas, elles ne servent à rien, on n'a que l'écriture 0. Allez, pour la démonstration numéro 10, on va resupposer une nouvelle fois que 0,9 avec une infinité de 9, c'est le nombre le plus proche de 1, strictement inférieur à 1. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a aucun nombre entre 0,9 avec une infinité de 9 et 1. Sauf qu'avec ce principe-là, il y a un petit problème. Quand tu as des notes au collège ou au lycée, si tu as une mauvaise note, ça te fait baisser ta moyenne, et si tu as une bonne note, ça te fait monter ta moyenne. Et donc en supposant que 0,9 avec une infinité de 9, c'est la mauvaise note, et que 1, c'est la bonne note, ça voudrait dire que vu que ce sont des notes qu'on a supposées différentes, la moyenne va donc se situer strictement entre les deux. Ça va pas être 0,9 avec une infinité de 9, ça va pas être 1, ça va être un nombre strictement entre les deux. Et pour calculer la moyenne, tu sais le faire, tu prends les deux nombres, tu les additionnes, tu divises le tout par 2, ou par le nombre de notes évidemment, mais comme on n'a que 2 notes, ici on divise par 2. Et ce truc-là, vu que c'est une moyenne de 2 notes strictement différentes, ce truc-là se trouve nécessairement strictement entre les deux. Donc ça appartient à l'intervalle ouvert, 0,9 avec une infinité de 9, 1. Sauf que comme on a supposé qu'il n'y avait aucun nombre strictement entre les deux, ce truc-là, c'est donc l'ensemble vide, d'accord, on a bien l'ensemble vide ici. Donc ici, on a réussi à montrer que la moyenne de 0,9 avec une infinité de 9 et de 1, appartenait à l'ensemble vide. Contradiction, puisque l'ensemble vide n'a aucun élément. Et donc, on a montré ici par l'absurde que ça avait aucun sens de dire que ce truc-là était strictement inférieur à 1 et que c'était le nombre le plus proche de 1. Allez, on s'accroche, c'est bientôt la fin, démonstration numéro 11. Même hypothèse, on suppose que 0,9 avec une infinité de 9, c'est le nombre le plus proche de 1. Ça veut donc dire que 1 moins 0,99 est différent de 0, bon ça on a l'habitude de cet argument fallacieux, on sait déjà que c'est absurde, mais bon, soit, supposons qu'on n'a pas démontré que c'était absurde, on va donc le démontrer d'une autre façon. Vu que c'est différent de 0, ça veut dire que ça c'est inversible, on peut calculer l'inverse, tu sais que l'unique nombre réel dont on n'a pas le droit de calculer l'inverse,
c'est 0. Et on sait que ça c'est un nombre réel, puisqu'on a réussi déjà à démontrer que ça c'était un nombre réel, que ça aussi, et un nombre réel moins un nombre réel, par stabilité de l'ensemble des nombres réels, puisque c'est un groupe additif, en fait, on appelle ça, ben évidemment, ça va être aussi un nombre réel. Donc on peut calculer l'inverse de ce truc-là. Donc vu que ça, c'est le truc le plus proche de 1, ce truc-là, ça va être donc le truc le plus proche de 0, et donc ce truc-là serait le nombre le plus proche de plus l'infini. Et ben voilà, on a résolu un problème fantastique. Quel est le plus grand nombre qui existe en mathématiques? Eh ben c'est ce truc-là, on peut pas faire de nombre plus grand. On a trouvé le nombre réel, le plus grand, le plus proche de l'infini. Mais c'est complètement débile, puisque tu peux très bien ajouter 1 à ce truc-là, tu peux faire plus 1, et ça y est, on a trouvé un nombre plus proche de plus l'infini. Et voilà, on a trouvé une contradiction. Tout ce qu'on a dit avant, c'était complètement absurde. Donc 0,9 avec une infinité de 9, c'est pas du tout le nombre réel le plus proche de 1. Allez, on continue à monter dans le niveau de rigueur. On va supposer par l'absurde que 0,9 avec une infinité de 9 est strictement inférieur à 1. Bon, on a déjà prouvé plein de fois que ce truc-là, c'était complètement absurde, mais allons-y tant qu'à faire. Si t'es pas convaincu, on va le refaire encore une fois. On va poser i l'intervalle fermé, ça aura son importance, ou le segment, si tu veux, 0 jusqu'à 0,9 avec une infinité de 9. Puisqu'on a supposé que ça c'était strictement inférieur à 1, nécessairement 1 n'appartient pas à cet intervalle. Maintenant, si on prend la série des 9 sur 10 puissance k qu'on a déjà rencontré plus tôt, qui correspond simplement à en fait la suite des 0,9 avec un nombre fini de 9, et ce nombre fini tend vers plus l'infini, bah on sait déjà que ce truc-là, il tend vers 1, quand n tend vers plus l'infini. Ce truc-là converge vers 1. Sauf que on a quelque chose qui s'appelle la caractérisation séquentielle des fermés, et non pas de la continuité comme on avait tout à l'heure. La caractérisation séquentielle des fermés nous dit qu'un ensemble est fermé si et seulement si toute suite convergente d'éléments de cet ensemble converge vers un élément de cet ensemble. Or, ici on a trouvé une suite dont tous les termes sont bien des éléments de l'ensemble I. Bah oui, le premier terme c'est 0,9, le suivant c'est 0,99, on est bien à chaque fois dans l'intervalle, et ça converge vers 1 qui est en dehors de notre intervalle, en dehors de notre ensemble. Donc par caractérisation séquentielle des fermés, on a trouvé un contre-exemple au fait que I était fermé. Donc on a en fait ici démontré que I n'était pas fermé, ce qui est complètement absurde, puisque justement on a supposé que I était un intervalle fermé, on a fermé ici en 0,9. Donc à nouveau on aboutit à une contradiction, donc ce truc là au-dessus est complètement faux, 0,9 avec une infinité de 9 n'est pas strictement inférieur à 1. De la même façon on peut montrer que c'est pas strictement supérieur, mais c'est la même chose, donc nécessairement c'est égal à 1. Allez, il y en a plus pour longtemps, démonstration numéro 13, on va supposer par l'absurde que les nombres décimaux non nuls n'ont pas de développement décimaux impropre, je l'ai noté DDI, et on va supposer aussi que 0,9 avec une infinité de 9 n'appartient pas à n, donc que ce n'est pas un entier. Ça veut donc dire que ce truc-là, il appartient à R privé de n, donc ça veut dire que si je prends une suite qui tend vers 0,9 avec une infinité de 9, et que les termes de cette suite sont tous dans R privé de n, donc cette suite, ça veut dire qu'elle converge dans R privé de n. Et ça veut dire aussi qu'en adaptant ce résultat, en fait, avec tous les x, parce que là, on le fait du coup avec 1 si on veut, on pourrait le faire avec 2, avec 18, en fait avec tous les nombres entiers. Donc en adaptant la chose avec tous les x entiers, on a donc prouvé que R privé de n est ce qu'on appelle fermé, un peu comme l'histoire des intervalles fermés qu'on avait tout à l'heure. Donc en fait par passage au complémentaire, en fait ça veut dire que n, l'ensemble des entiers naturels, est en fait un ensemble ouvert. Ça veut dire quoi que l'ensemble est ouvert? Ça veut dire que si je prends l'ensemble des entiers naturels, que je prends n'importe quel point, n'importe quel élément de cet ensemble, par exemple je sais pas, moi je prends le nombre 1, bien je peux trouver une petite boule autour de 1, donc ici vu qu'on est avec des nombres réels, en fait on peut trouver un intervalle donc centré en 1, tel que tous les éléments de cet intervalle sont dans l'ensemble ici à savoir n. Sauf que quel que soit l'intervalle que je prends autour de 1, les nombres qui sont entre les bornes de mes intervalles et le nombre 1, c'est pas des entiers. Donc quelle que soit la taille de l'intervalle que je prends, j'aurais beau réduire la taille de mon intervalle, je trouverai toujours des nombres qui sont pas entiers. Et même chose dans le cas contraire, évidemment si je fais grossir la taille de mon intervalle, certes au bout d'un moment j'aurai 0 et 2, ok, mais nous ce qu'on veut c'est que tous les éléments à l'intérieur soient des entiers, sauf que par exemple 0,5 il sera dans mon intervalle, mais 0,5 c'est pas un entier. Donc en fait on sait que n c'est pas du tout un ouvert, donc c'est complètement absurde, on aboutit à une contradiction, donc en fait en conclusion soit tous les nombres décimaux non nuls ont bien un développement décimal impropre, donc dans ce cas là 0,999 avec une infinité de 9, du coup ça a bien du sens,
sens. Soit ça veut dire que 0,999 avec une infinité de 9, c'est bien un entier naturel. Et donc aussi que ça a du sens puisqu'on l'a écrit. Et alors si c'est un entier naturel, ça serait lequel? Bah évidemment, ça serait 1. Allez, on est presque au bout, et en plus les 3 dernières démonstrations, c'est vraiment les plus rigoureuses, je pense qu'elles vont te convaincre. On va poser x comme étant égal à 0,9 avec une infinité de 9. Maintenant on calcule 10x. C'est quoi 10x? Bah, quand on multiplie un nombre par 10, on décale simplement les décimales d'un cran vers la gauche. Autrement dit, 10x c'est 9,999 avec toujours une infinité de 9. Et ce truc là on peut le décomposer, hein. On l'a déjà fait tout à l'heure avec les fractions sur 9, je pense que tu t'en souviens. Bah là on va le faire en fait avec les nombres décimaux. En fait ce truc là on va le décomposer avec la partie entière, donc avec 9 ici. Attention, quand je dis partie entière, c'est pas la fonction partie entière. Si tu connais cette fonction là, faut faire très attention quand tu la manipules, parce que justement avec ce genre de bêtises on pourrait penser que la partie entière de ce truc là c'est 9, alors qu'en fait en réalité c'est 10, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ici quand je parle de partie entière, je dis ce qu'il y a avant la virgule dans l'écriture qu'on a écrite ici. Donc c'est 9 plus, bah, il reste quoi? Bah, il reste 0,999 avec une infinité de 9. C'est donc 9 plus x, d'accord? Ce truc-là, on l'a appelé x. Et ce qu'on aimerait, c'est trouver en fait la valeur de x, mais en fait du coup une autre valeur, hein, une autre façon d'écrire x. Bah, pour ça, on résout l'équation. 10x égale 9 plus x. On passe le x ici de l'autre côté, donc on fait moins x de chaque côté, on obtient 9x égale 9. On divise tout ça par 9 et on obtient x est égal à 1. Donc on a posé x égale 0,9 avec une infinité de 9, et en résolvant une petite équation toute simple, on obtient la conclusion x est égal à 1. On a donc prouvé que ce truc-là, c'est bien égal à 1. Avant-dernière démonstration, la numéro 15, on pose x toujours hein, comme 0,9 avec une infinité de 9, mais une façon plus rigoureuse de l'écrire, comme on l'a déjà fait au début de la vidéo, c'est en fait la limite de la somme des 9 sur 10 puissance k, hein, d'accord? On écrit chaque décimale sous la forme d'une somme. Et en fait, on va faire un peu le même procédé, mais cette fois, on va le faire un peu plus rigoureusement, parce que là, c'était bien beau, on dit on décale les virgules, ok, ouais, mais hey, mon œil, qu'est-ce qu'on sait que ça fonctionne de décaler les virgules? Bah là, on va le faire par le calcul avec une somme. Donc 10x, c'est égal à 10 fois la limite de ce truc-là. La limite dans l'ensemble des nombres réels, c'est linéaire. Je précise dans l'ensemble des nombres réels, parce que dès qu'on a des infinis qui traînent, c'est plus du tout le cas. Mais en tout cas, multiplier un nombre réel par une limite, ça fait qu'on peut passer le nombre réel à l'intérieur des parenthèses. On a 10 fois une somme. Alors comme c'est une somme finie, là aussi, il faut préciser finie, parce que sinon, il faut faire attention avec les infinis, etc. Mais en tout cas, là, on a le droit de passer le 10 à l'intérieur de la somme. Sauf que comme on a une division par 10 puissance k, bah en fait, le fait de multiplier par 10, ça fait que c'est comme si on commençait k à 0. Et en fait, 10 puissance 0, ça fait 1. Donc le premier terme de la suite, en fait, le premier 9 sur 10 puissance 0, c'est juste 9. Donc on va sortir le premier terme, d'accord? On le sort, on recommence à k égale 1, et on sort le terme où k égale 0, et quand k égale 0, le premier terme, on a dit, il valait 9. Sauf que la limite de un truc plus un nombre, le nombre, on peut le sortir des parenthèses, hein, donc en fait, je vais juste le réécrire comme ça, j'enlève la parenthèse. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Bah, en fait, on reconnaît x, donc on a égal x plus 9. Et là, regarde, on revient en fait presque au même truc que tout à l'heure, hein, en fait à une équation 10x égale x plus 9, et donc ça, on a bien compris, c'est pareil de dire que x est égal à 1. On a donc en fait ici prouvé que multiplier par 10, ça décalait simplement les décimales d'un cran vers la gauche. C'est donc en gros une façon plus rigoureuse d'effectuer la démonstration numéro 14, et de le faire vraiment par les calculs de limite. Et enfin, dernière démonstration, la seule, l'unique, la plus rigoureuse et en plus ma préférée, on étudie l'équation simplement 10x égale x plus 9. Alors là tu vas me dire, ok, mais ça on l'a déjà fait dans les deux premières démonstrations. Oui, mais attention, là on n'a pas du tout supposé que x était 0,999 avec une infinité de 9. En fait on va pas faire de calcul, on va un petit peu plus raisonner ici. Le raisonnement que l'on va faire, c'est déjà, bon, résoudre l'équation, mais bon, on l'a déjà fait, hein, on sait qu'en résolvant, on obtient x est égal à 1. Donc 1 est solution de l'équation E. Qu'en est-il de 0,9 avec une infinité de 9? Bah, c'est aussi solution de E. Et ça, on s'en est rendu compte, en fait, je crois dans la démonstration 14, en fait, parce que
10x 10 fois 0,999 avec une infinité de 9, c'est 9,999, etc. Et ça, c'est bien 0,999 plus 9. Donc 0,999 est aussi une solution de E. Ok, donc on a trouvé deux solutions de notre équation E. Là, on pourrait se dire, ok, tu veux en venir où? Le problème, c'est qu'on a trouvé deux solutions, mais est-ce que c'est vraiment possible que ces solutions soient différentes? En fait, pour ça, il faut étudier notre équation E et se dire, en fait, c'est quoi cette équation? Est-ce que c'est pas un type d'équation que l'on connaît? En fait, E, je vais l'écrire autrement, parce que écrit comme ça, on s'en rend pas bien compte, mais ce truc-là, en passant le x et même le 9 de l'autre côté, c'est pareil que 9x moins 9 est égal à 0. Là, j'ai tout passé de l'autre côté. Et 9x moins 9, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qu'on appelle un polynôme. En fait, on a une équation polynomiale. Et quand on a une équation polynomiale, ce qui est intéressant, c'est de regarder son degré. Quelle est la plus grande puissance au-dessus du x? La plus grande puissance, ici on la voit pas, mais en fait, ce qui est caché, c'est un 1, c'est x puissance 1. Donc on a une équation polynomiale de degré 1. Et combien au maximum peut-il y avoir de solutions pour une équation polynomiale de degré 1? Eh bien, une seule solution. Et de manière générale, pour une équation polynomiale de degré n, au maximum, on va avoir n solutions. Et quand on regarde ce qu'on a trouvé, en fait, on a trouvé deux solutions. Qu'est-ce que ça veut dire sur nos deux solutions? Alors, soit qu'on a fait une erreur de raisonnement, mais bon, il n'y a pas d'erreur de raisonnement ici, Soit ça veut dire qu'en fait, les deux solutions qu'on a trouvées, en fait, c'est la même solution. Ces deux solutions sont en fait égales. Et en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est que 1 et 0,999 avec une infinité de 9, ce sont les mêmes solutions. On a donc prouvé pour la 16e fois que 1 est égal à 0,999 avec une infinité de 9. Et là, franchement, avec 16 démonstrations, j'espère quand même que je t'ai convaincu. Allez, maintenant on va se marrer un petit peu, on va regarder ce que vous avez pensé de cette égalité 1 est égal à 0,999 avec une infinité de 9, et surtout des démonstrations que j'ai fournies dans mes shorts. Faux, un tiers n'est pas égal à 0,333, mais 0,333 avec un 4 à la fin, et donc 3 tiers est égal à 1. Alors, premièrement, la conclusion n'a pas de sens, c'est comme si je disais, la pomme n'est pas un fruit. Oui, la preuve, les carottes sont des légumes. En plus, à nouveau, mettre un 4 après une infinité de décimales, comme on l'a déjà vu, ça n'a pas de sens. Et si jamais tu me dis ça parce que ta calculatrice t'affiche un 4 à la fin quand tu tapes un tiers, faut revoir tes sources. Parce que quand je multiplie ça par 3, je suis désolé, mais avec le 4, il y a des retenues qui vont s'accumuler, et moi, j'obtiens plutôt ça. C'est purement théorique, car entre 0,9 avec une infinité de 9 et 1, il y a 0,0 avec une infinité de 0, ce qui est égal à 0. Mais le concept d'infini est purement théorique et n'a aucune valeur mathématique, donc ce problème n'en est pas un. Alors si j'ai bien compris, en essayant de démontrer le contraire de ce que je voulais démontrer, t'as réussi à démontrer ce que je voulais démontrer. Par contre, dire que le concept d'infini n'a aucune valeur mathématique, je t'arrête tout de suite. L'infini en mathématiques, c'est un objet qui existe, qui est réel, qui est tout à fait concret. C'est un objet parfaitement palpable des mathématiques qui appartient à un ensemble qu'on appelle la droite numérique achevée, qu'on note généralement R-bar. Mais l'infini, on peut le retrouver ailleurs, on peut le retrouver aussi en théorie de la mesure, on le retrouve dans ce qu'on appelle la sphère de Riemann, on le retrouve dans ce qu'on appelle la sphère de Riemann, on le retrouve en géométrie projective, et tout ce qui est calcul de limite fait appel à la notion d'infini. Donc si tu dis que le concept d'infini en mathématiques n'a pas de sens, tu es en train de dire en fait que le concept même de limite n'a pas de sens, et donc que toute la branche des mathématiques que l'on appelle l'analyse n'a absolument aucun sens. Tu es donc en train de dire à Leibniz, ta gueule, retourne te coucher. Mais du coup, 2 égale 1 fois 2, 2 égale 0,9 avec une infinité de 9 fois 2, donc 2 est égal à 1,1888888. Donc pour toi, 0,999 fois 2, c'est égal à 1,188. Faut vraiment que je corrige ce truc-là. Non, ça fait pas 1,188, ça fait 1,9979999999999 avec une infinité de 9. Mais mon prof m'a expliqué que quand on met un égal, il fallait que en tout, les deux valeurs aient exactement la même valeur, sans quoi on n'a pas le droit de mettre égal. Oui, tu as absolument raison, et c'est exactement le principe de ma vidéo. Ce raisonnement foireux MDR, il nous a refait le syllogisme Socrate est un chat, mais version mathématique. Alors si tu fais référence à cette phrase
tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat? Je tiens juste à te dire que cette phrase n'a absolument aucun sens et repose simplement sur une grosse erreur de logique et d'incompréhension de la langue française ou du sens logique commun. Cette phrase n'a absolument aucune valeur mathématique, ni même, je pense, aucune valeur philosophique, puisqu'elle repose absolument sur rien du tout, si ce n'est du pipi de chat. Là où les arguments que je donne dans ma vidéo, eux, en revanche, reposent sur les mathématiques et donc la science, à savoir ce qui est vrai. Faux! Erreur de représentation. Merci pour tous ces arguments, Norman. Dès le début, une erreur quand tu dis que 0,3 avec une infinité de 3 est la valeur exacte d'un tiers. Un chiffre avec une infinité de décimales n'est pas une valeur exacte. D'ailleurs, dans les équations, un minimum scientifique, on n'écrit jamais 0,3. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, justement, si la valeur exacte, c'est avec une infinité de 3. C'est au contraire quand il y a un nombre fini de décimales qu'on n'a pas la valeur exacte. En tout cas, quand on parle de nombre qui n'est pas décimal, puisqu'un tiers, effectivement, ce n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'on peut pas l'écrire sous la forme d'un nombre entier divisé par une puissance de 10. Une autre façon de le voir, c'est qu'en fait, le dénominateur, quand on le décompose en produit de facteurs premiers, bon, c'est déjà un nombre premier, mais bon, soit dans le cas général, on ne retrouve pas que des 2 et des 5. Bon, ici, en l'occurrence, dans la décomposition, il y a un 3. Et donc, si on veut l'écrire avec exactitude, il faudrait, en fait, effectivement, une infinité de 3. Et quand tu dis qu'on ne l'écrit absolument jamais sous cette forme-là, détrompe-toi. Déjà, les écritures décimales propres des nombres, ça peut être vachement utile en arithmétique. C'est parfois très utile de savoir par quel chiffre se termine telle écriture décimale ou telle autre. On utilise ce genre d'argument également pour démontrer que l'ensemble des réels n'est pas dénombrable, avec l'argument diagonal de Cantor. Ou dans la démonstration, il faut faire très attention à ne pas compter justement les développements décimaux impropres des nombres, surtout quand on construit justement le nombre qui n'est pas dans le tableau, je te laisse regarder sur Wikipédia, je mets le lien dans la description. Il faut faire attention que le nombre qu'on construit ne se termine pas par une infinité de 9. Autre utilisation de ce genre d'écriture, c'est en informatique. En informatique, quand on représente des nombres, on les représente souvent sous leur forme décimale, rarement sous la forme d'une fraction. Et même au-delà de ça, pour ce qui est de l'intérêt pédagogique de cette notation, je trouve ça quand même vachement intéressant. On s'en branle, au moins ce qui me rassure, c'est que t'as mis un point d'interrogation, donc toi-même tu n'es pas certain. Ça dépend de ce qu'on entend par 1. Si c'est une pizza coupée en 3, ça donne 3 parts à tout juste 120 degrés. Merci pour cette remarque très pertinente, je m'en servirai sûrement un petit peu plus tard. Ce n'est pas un nombre infini, de sec avance à un décimo infini. C'est bien. La mentalité la plus occidentale qui soit, c'est selon les règles de jeu qu'on m'a appris à l'école, ça marche, alors c'est que c'est forcément la vérité la plus absolue qui soit. Quel est le rapport avec la mentalité occidentale? C'est simplement de la science, des mathématiques, c'est parfaitement universel. Les mathématiques, c'est pas une religion, c'est pas l'affaire d'une croyance. Ou alors, si c'est pour faire le fervent défenseur de la cause africaine, comme ceux qui me disent sous ma vidéo sur le théorème de Pythagore, que c'est grâce à l'Afrique et que c'est l'Occident qui a tout volé, je peux plus faire grand chose là. C'est à cause de ce genre de débilerie que je déteste les maths. Et moi j'ai envie de te dire, bien au contraire, c'est justement grâce à ce genre de débilerie que j'adore les maths. Justement, comment peut-on ne pas s'extasier devant un tel résultat? Autant la réduction des endomorphismes dans un espace euclidien, je peux comprendre que ce soit pas passionnant pour tout le monde, autant une telle égalité, je comprends pas comment on peut ne pas trouver ça fascinant. C'est l'épaisseur de la lame quand tu coupes un gâteau. Oui, l'épaisseur de la lame, donc ça serait 0,00 avec une infinité de 0, et donc un 1 au bout, c'est ça? Oui, donc l'épaisseur de la lame, c'est 0, donc en gros, il n'y a pas de couteau. En garde! Heureusement, un demi ne fait pas 0,55555. Ah ouais, et encore heureux. Mais qui ne connaît pas le symbole périodique? Alors tu fais sûrement référence à la petite barre qu'on met au-dessus du 9, quand on écrit 0,999 avec une infinité de 9, c'est donc égal à 0,9 bar. Si tu te demandes qui ne connaît pas ce symbole, je te laisse demander aux autres commentaires. Non, parce que 10 divisé par 3, il n'existe pas. C'est pour ça que dit un tiers de 10, donc c'est 3,33, 3 petits points, et 6,662 petits points qui n'existent pas. La division par 3 n'existe pas, si, comme l'a dit un de tes camarades plus tôt, tu prends une pizza, tu peux très bien la couper en 3 parts égales, et l'angle ici de chaque part, ça vaut précisément 120 degrés. Donc si, la division par 3, ça existe, et heureusement. Ça m'a donné faim, cette histoire de pizza. J'y crois pas une seconde. Il manquera toujours une partie dans 0,999 et ça n'est pas des maths, c'est du baratin. Je te demande pas de me croire, Dudule. Je te demande juste de réfléchir. Bref, bien joué les génies, mais retournez en cours au lieu de prouver des choses fausses. Oh, il m'a traité de génie.
Ah, mon ego! Eh, les maths, c'est déjà compliqué, alors casse pas les couilles, STP. Bah, tu sais, des couilles, j'en ai déjà mangé, alors maintenant, ça me fait plus peur. Non, si tu multiplies une fraction, tu multiplies le 1 et le 3. Donc 1, c'est pas pareil que 0,9999. Quand on multiplie une fraction, on multiplie le haut et le bas. Donc, 1 tiers fois 3, c'est donc 1 fois 3 sur 3 fois 3. C'est donc 3 sur 9, c'est donc, si on simplifie, 1 tiers. Donc si j'ai 1 tiers de pizza et que j'en prends 3, j'ai toujours 1 tiers de la pizza. Ah merde, je me suis fait avoir. 1 égale 1. Moi, je trouve que ta démonstration prouve que l'infini est absurde. Moi, je trouve que c'est ta photo de profil qui est absurde. J'en ai rien à foutre des maths, mais j'ai adoré ce short. Ça fait à la fois plaisir et en même temps c'est un peu condescendant. Mais c'est qu'il a raison. Et ben voilà, enfin une personne sensée. Et je ne parle pas de cet ensemble. Comprendra qui pourra. On touche à la fin de cette vidéo, j'espère que ce genre de concept et ce genre de vidéo te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la Médé boutique. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!